Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 17 novembre. L'inauguration des travaux de la nouvelle école à Carlisle, le lancement de la première campagne majeure de financement de la maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs, le Bioparc aura une cure de rajeunissement, la semaine des entrepreneurs à l'école et un compte-rendu de l'AGA de Télévague. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous commençons cette semaine avec la première pelletée de terre officielle du chantier de la future école primaire secondaire anglophone située à Carlisle. Les différents porte-paroles sur place étaient bien emballés du début des travaux après une démarche qui a duré plus de 50 ans. Télévague était présent afin de souligner l'inauguration des travaux de la nouvelle école préscolaire primaire secondaire anglophone à Carlisle. La construction de cet établissement est rendue possible grâce à l'appui et l'engagement financier du gouvernement du Québec pour le remplacement de l'école dont la construction remonte à 1914. Malgré la pluie persistante, les différents porte-paroles présents sur place étaient remplis d'enthousiasme et de fierté de prendre part à la première pelletée de terre officielle du chantier de la future école. On s'entend pour dire que le lancement des travaux du chantier d'une nouvelle école, c'est un moment très spécial pour une communauté et c'est aussi très spécial, je l'avoue, pour une députée, malgré cette magnifique température. D'une façon toute personnelle, je dois vous dire que de savoir que les citoyens et les citoyennes de Carlisle vont pouvoir profiter d'une école toute neuve, ça me remplit de joie. Et cette école sera assurément magnifique, j'en suis convaincue. J'ai vu les plans et vraiment, c'est spectaculaire. On parle ici d'une école primaire secondaire dont la contribution financière totale du ministère de l'Éducation s'élève à 30 329 529 $ qui accueillera 15 locaux pédagogiques, dont 6 classes pour l'éducation préscolaire et primaire, 5 classes pour l'enseignement secondaire, un local de sciences avec une salle de machines-outils, 2 locaux polyvalents d'art, un gymnase avec rideaux diviseurs, divers locaux de soutien administratif et pédagogique, ainsi que des espaces de vie, bien sûr, pour les élèves et pour le personnel également. Et à la fin des travaux, c'est jusqu'à 234 élèves d'éducation préscolaire, d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire qui pourront profiter des nouveaux espaces. Ce sera un endroit où les jeunes du coin vont consacrer une grande partie de leur jeunesse, créer des amitiés, des souvenirs également. Alors, je suis très contente aussi que cette école-là, dite nouvelle génération d'écoles, mette en vedette des matériaux québécois bien de chez nous, comme le bois, bien évidemment, et l'aluminium aussi. Mais je me réjouis surtout du fait que cette école va venir à terme, évidemment, répondre concrètement à un besoin pour notre région. Donc, au niveau de la municipalité de Carlisle, on est extrêmement fiers et très heureux d'accueillir cette nouvelle infrastructure dans notre municipalité. So, at the municipality of Carlisle, we are extremely happy and we are very proud to have a new school in our backyard. Donc, le futur d'une municipalité, ça passe par nos jeunes, par leur éducation. Donc, la future appartient à nos jeunes. So, the future of a municipality belongs to the kids and the education of these young kids is extremely important. L'établissement sera une installation à la fine pointe de la technologie, offrant des espaces stimulants à l'image des nouvelles écoles du Québec. Nouvelles technologies, innovations et collaborations seront mises de l'avant, dans l'objectif de répondre aux besoins d'apprentissage dans un contexte où les élèves pourront s'exprimer et se développer dans un environnement innovant et créatif. L'infrastructure pourra accueillir jusqu'à 234 élèves avec une superficie totale de 3 817 m² qui sera répartie en grande majorité sur 2 étages. Monsieur Wade Guilford, président de la commission scolaire Eastern Shore, a souligné que la première demande déposée au gouvernement provincial pour la construction d'une nouvelle école remontait aux années 70. Nous nous réunissons pour célébrer un moment significatif dans l'évolution de notre communauté. La première pelletée de terre qui marque la construction de notre nouvelle école à Carlisle. Cet événement est bien plus qu'une simple cérémonie.
Il symbolise l'engagement et le dévouement de nombreuses personnes qui ont travaillé sans relâche depuis plusieurs années pour transformer ce projet en réalité. Ce projet important pour l'ensemble de la communauté anglophone permettra de répondre aux besoins des élèves du secteur Port-Daniel-Gascon, Chigaway, Nukalai à Bonaventure. Cette première pelletée de terre symbolique est un pas significatif vers l'inauguration du futur établissement prévu en janvier 2026. La maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs est un projet ambitieux attendu par la communauté qui vise à doter la population des MRC d'Avignon et de Bonaventure d'une maison paisible et sécuritaire. Leur mission? Héberger, accompagner et soulager des personnes en soins palliatifs et en fin de vie dans un milieu chaleureux et humain, tout en offrant du soutien à leurs proches aussi. Télévague était présent au lancement de la première campagne majeure de financement de la maison de soins palliatifs dans la Baie des Chaleurs. Je crois profondément donc qu'une maison de soins palliatifs dans la Baie des Chaleurs devient incontournable, et ce, depuis longtemps. Une manière de se niveler avec le reste du Québec. Imaginez l'Abitibi compte à elle seule 3 maisons de soins palliatifs sur son territoire. La première, elle est née en 1998. Enfin, nous sommes, comme Pénélope l'a dit, avec le nord du Québec, les seuls à ne pas avoir de maison sur son territoire. De plus, on constate que notre population est vieillissante. Je pense que les gens le savent, particulièrement en Gaspésie. Un petit chiffre, on prévoit que la population des 65 ans et plus augmentera de plus de 30 % dans les 20 prochaines années. Ça nous donne une idée des besoins. Il est temps simplement de passer du rêve à la réalité. L'aboutissement de cet important projet, une construction neuve, qu'on a imaginé sur papier pour 2027, mais dont j'espère profondément la concrétisation quelque part, on va dire, en 2026. À chaque jour, à côtoyer les patients en fin de vie, j'ai appris à cultiver l'espoir et l'optimisme. Ce soir, je suis donc rempli d'espoir et d'optimisme que tous ensemble, on saura construire un refuge qui améliorera la dignité des gens d'ici qui arrivent à la fin de leur vie. Vous savez, l'engagement d'une équipe, c'est crucial pour un projet comme celui de la Maison de soins palliatifs de la Baie des Chaleurs, c'est même indispensable. Mais après l'équipe, le nerf de la guerre, c'est l'argent. 5 millions de dollars, c'est ce qui est nécessaire pour passer de l'idée au mortier. Donc, la maison de soins, 6 chambres individuelles adaptées, soins et services gratuits, super important de le mentionner. Hébergement en soins palliatifs pour les personnes ayant une espérance de vie de 3 mois et moins. Hébergement ponctuel des personnes en soins palliatifs et de fin de vie afin de soulager la douleur et les symptômes. Soutien et répit aux proches aidants et des personnes hébergées. Cadre architectural de type résidentiel, donc les gens vont se sentir chez eux. Privilégiant une atmosphère familiale, confortable, chaleureuse et sécuritaire. 6 chambres individuelles situées dans un environnement lumineux, accueillant, calme et cordial. Le territoire, on soulignait la présence des maires tout à l'heure, donc c'est les MRC de Bonaventure et Avignon, 20 municipalités, 4 villes, 2 communautés Micmac. Alors ce soir, j'ai l'immense privilège de vous dire que grâce à la générosité de tous ceux et celles qui ont cru en ce projet-là jusqu'à maintenant et qui n'ont pas fini d'y croire, on a déjà 65 % de notre cible d'atteinte, donc de notre cible de 5 millions. Donc, pour ceux qui savent compter, ça veut dire qu'on est rendu à près de 3,3 millions sur notre 5 millions. C'est impressionnant, je vous le dis, là, j'ai piloté plein de campagnes de financement. C'est exceptionnel d'être rendu au lancement officiel et d'être à 65 % de la cible. J'ai jamais vu ça.
Fait qu'on continue, on lâche pas, on va y arriver. Je veux évidemment ne pas oublier tous les bénévoles qui s'impliquent pour la cause. Je sais qu'il y en a, j'en ai croisé quand je suis arrivée tantôt, puis les gens me disaient, c'est quelqu'un qui est impliqué comme bénévole depuis le début. Fait que ces bénévoles-là qui sont là, dans l'ombre, qui continuent à nous aider à avancer, qui sont prêts à prendre chaque petite tâche au moment où on en a besoin. Merci, c'est pas terminé. On va continuer. Pour avoir eu le privilège d'aller visiter d'autres maisons de soins palliatifs, l'armée de bénévoles qui accompagne l'équipe de soins, qui accompagne l'équipe en maison de soins palliatifs, elle est essentielle. Alors, j'espère qu'au fur et à mesure où notre projet va lever de terre, on va le voir avancer, on va continuer à en parler, que ça va faire en sorte que les bénévoles vont de facto se lever debout puis dire « moi, je veux contribuer à ce beau projet-là ». Actuellement, l'équipe de la maison de soins palliatifs porte un intérêt particulier sur un des terrains en raison de ses qualités multiples. Étant situé dans une zone agricole, des démarches de dézonage ont été entreprises auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, la fameuse CPTAQ. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec ces gens-là. Nous, on a déposé une demande pour un terrain qui est situé près de la halte routière à New Richmond. On souhaite que cette démarche soit fructueuse. On est en démarche. Il n'y a rien d'acquis, mais c'est un peu le plan qui est sur la table. Fait, évidemment, donc, si cette démarche est fructueuse, la démarche a été faite par le propriétaire de ce terrain-là. Ce propriétaire-là souhaite en faire le don avant qu'il puisse devenir la future maison de soins palliatifs. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'endroit près de la halte routière à New Richmond, mais si un jour vous y passez, juste aller à la halte, vous allez comprendre que c'est un endroit magnifique situé entre mer et montagne. C'est un endroit magnifique pour une maison de soins palliatifs. Fait qu'évidemment, on est dans le projet, puis on a beaucoup d'espoir que ça se concrétise. On verra la suite des choses. On vous en tiendra évidemment informé au fur et à mesure. Jeudi dernier, c'était le début officiel des travaux de la première phase du plan de développement stratégique au bioparc de la Gaspésie. Télévague était sur place afin de capter des images pour vous. Le 14 novembre dernier, Télévague assistait à la conférence de presse au bioparc de la Gaspésie, marquant ainsi le début des travaux de la phase 1 du plan de développement stratégique 2022-2028 du bioparc. Je suis particulièrement heureuse d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement du Québec appuie le projet du bioparc de la Gaspésie avec une aide qui dépasse les 3,4 millions de dollars. Un soutien qui va permettre de réaliser d'importants travaux, de rehausser la qualité de l'expérience client également, qui va permettre d'augmenter l'achalandage, les recettes et aussi prolonger la durée des séjours dans la région. Je dois dire quand même que ça me fait particulièrement plaisir parce que on sait, en région, je pense qu'on a un attachement assez particulier avec le bioparc. Hein? Les locaux, on vient soutenir notre bioparc. C'est un joyau pour nous. Les écoles viennent le visiter, donc il y a un volet éducatif. Les camps de jour viennent. Moi, quand j'étais monitrice de camps de jour, je suis venue avec mes groupes. J'y ai amené mes enfants, mais les grands-parents viennent avec mes enfants aussi. Ils viennent avec l'école. Donc, vraiment, on a un sentiment d'attachement vraiment particulier. Alors, c'est particulièrement une bonne nouvelle pour répéter le mot particulier une fois de plus, là, mais c'est pour dire à quel point je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Ce projet d'envergure représentant des investissements de près de 8 millions de dollars permettra non seulement d'améliorer et de bonifier l'offre éducative et les soins dédiés aux collections vivantes du bioparc, mais aussi d'offrir un milieu de travail stimulant, de créer de nouveaux emplois et de soutenir l'économie régionale. C'est vraiment un grand bonheur ce matin pour l'annonce officielle de la subvention que nous allons recevoir. Pour moi, ce n'est pas une subvention, c'est un investissement. Vous faites vraiment un investissement de choix. Dans le sens suivant, le bioparc, là, c'est à la fois un parc, mais c'est aussi un musée scientifique de recherche et de développement. Et je dis c'est un investissement parce que, pour moi, une subvention, on reçoit ça un coup, puis, tu sais, on va donner une subvention pour un spectacle, pour un festival, puis 3 jours après, c'est fini, là. Mais là, l'investissement de ce matin, là, dans 30 ans, là, les bâtiments vont être là. Puis ça va continuer, puis on va grandir. Louis Garneau disait « innover ou mourir ». Mais moi, je dis « investir pour grandir ».
Et il faut investir pour grandir. Puis quand il faut investir, là, pas seulement investir de l'argent, il faut investir du temps. Il faut investir dans tous les domaines. Et vous nous permettez d'investir puis de grandir avec cette subvention-là. C'est très, très important à mon sens. Vous savez, le tourisme, c'est une activité majeure pour la Gaspésie. Et souvent, on va investir des petites graines à gauche, à droite, des nouvelles activités. À mon sens, à mon point de vue, à moi, il faut d'abord et avant tout s'occuper de ce qui existe. Il faut leur donner de la qualité. Quand vous allez à l'extérieur, qu'est-ce qui va vous attirer? Ce n'est pas les prix les plus cheap, là. Vous allez dépenser de l'argent, vous allez payer le montant quand ça vaut la peine. Fait que nos industries touristiques, comme le Bioparc, comme d'autres institutions, ici en Gaspésie, il faut vraiment investir pour fournir de la qualité. En fait, le projet du Bioparc, c'est ce qu'on a amorcé il y a quelques semaines avec l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec, que je remercie grandement. Ça s'inclut, ça, dans un plan de développement global, plan de développement stratégique du Bioparc 2022-2026, en principe, mais qui va s'étirer un peu plus loin, puisqu'on a, pour différentes raisons, amorcé les travaux un peu plus tard que prévu. Bref, on est dans l'amorce de la phase 1 de ce plan de développement stratégique-là, qui inclut plusieurs chantiers. Le premier chantier qui est débuté depuis un mois, depuis le début d'octobre, c'est l'agrandissement du bâtiment des soins animaliers. Donc, de ce côté-là, à l'extérieur, on a des pépines et tout est en branle. Là, les fondations sont mises et les travaux progressent. Donc, ça, c'était le premier chantier. Ensuite de ça, au printemps, on va amorcer un deuxième chantier qui va inclure, entre autres, le réaménagement et l'agrandissement de l'habitat des loutres dans le secteur de l'écosystème de la rivière. On va commencer aussi au printemps la construction d'un nouveau pavillon d'exposition qui va être situé à l'extrémité du pavillon des amphibiens et reptiles existants. Ce nouveau pavillon d'exposition-là va nous permettre d'accueillir des expositions itinérantes, des expositions temporaires à différents moments de différentes saisons, donc permettre de cette façon-là de renouveler ponctuellement du contenu. Donc ça va s'amorcer au printemps. On va faire une pause estivale pour les opérations régulières d'été. Et à l'automne, on reprend un autre chantier dans le coin de l'écosystème de la toundra, donc l'habitat des caribous, renards arctiques, tout ça va être refait au complet. On ajoute une nouvelle espèce, donc on va reproduire un habitat pour accueillir le loup arctique, donc une nouvelle espèce qui sera là à partir de 2026. On ajoute aussi une aire d'animation extérieure pour les visiteurs. On va aménager aussi une nouvelle aire de pique-nique. On fait différents réaménagements des aires publiques à l'extérieur pour améliorer la qualité de visite. On en profite aussi pour agrandir, réaménager et adapter nos toilettes publiques. On ajoute des espaces pour les employés. Donc, notre restaurant, qui n'est plus un restaurant depuis 2020, sera complètement réaménagé pour créer des espaces de travail, salles d'employés, des bureaux et tout ça. Donc, tout ça va s'échelonner périodiquement jusqu'au printemps 2026, qui, normalement, devrait marquer le point final de cette première phase du plan de développement. Ultérieurement, dans une deuxième phase, on a d'autres espèces qui seront intégrées, comme par exemple le possum d'Amérique, le pécan. Qu'est-ce que vous entendez par parcours immersif? En fait, ça, c'est le parcours de médiation scientifique le long du sentier de visite. À l'heure actuelle, on a des panneaux d'interprétation, donc c'est des éléments plutôt statiques là, au niveau de la médiation scientifique. Alors, on va développer un nouveau parcours avec des éléments interactifs, bornes numériques, donc différents éléments comme ça qui vont remplacer les panneaux qui sont vieillissants, les panneaux d'interprétation, par du nouveau matériel beaucoup plus interactif, plus au goût du jour aussi. Donc, ça fait partie là, des travaux projetés. Là. La mission du Bioparc de la Gaspésie est d'offrir aux visiteurs une expérience éducative et enrichissante grâce au contact avec une quarantaine d'espèces animales indigènes. Avec l'aide financière reçue, le parc animalier entend bien faire que chacune visite soit un moment mémorable et instructif pour tous.
Nous avons rencontré la sympathique Éliane Joseph, responsable régionale de la Semaine des entrepreneurs à l'école. Madame Joseph nous informe en quoi consiste cette semaine spéciale afin de semer des graines d'entrepreneuriat aux jeunes de notre région. C'est la Semaine des entrepreneurs à l'école. Pourquoi ça a été créé cette semaine-là? Bien, dans le fond, la Semaine des entrepreneurs à l'école, c'est un peu le prélude du défi aux entreprendre, que je vais peut-être en parler un peu plus tard. La Semaine des entrepreneurs à l'école, bien, comme son nom l'indique, c'est des entrepreneurs de façon bénévole, puis je dirais même des entrepreneurs passionnés qui vont à la rencontre justement d'étudiants dans les écoles, dans leurs classes, pour leur parler un peu de leur parcours, de pourquoi ils sont devenus entrepreneurs, et puis c'est ça pour peut-être même, je dirais même pour mettre une petite graine entrepreneuriale à ces étudiants-là pour leur futur. Ça veut dire que cette semaine, il y a des conférences partout dans les écoles. Il va y en avoir combien en Gaspésie de conférences? C'est ça. Ben moi, je suis, la responsable régionale de la Gaspésie puis des îles de la Madeleine. Et cette année, je suis vraiment contente. On va avoir 30 conférences qui vont se donner dans toutes les MRC de la Gaspésie et également aux îles de la Madeleine. Donc, on calcule environ 630 jeunes, des étudiants, qui vont recevoir un entrepreneur dans leur école. C'est-tu seulement des étudiants du secondaire qui vont être visités? Non, c'est ça la beauté des choses. Il y a même des petits du primaire jusqu'au cégep, parce qu'on travaille aussi avec le cégep de la Gaspésie là-dedans. C'est sûr que même ça va jusqu'à l'université, mais puisque moi, j'en ai pas dans mon territoire, bien c'est sûr que j'en ai pas. Mais c'est du primaire jusqu'au cégep, oui. Pourrait-on avoir des exemples d'entrepreneurs bénévoles qui vont donner des conférences en Gaspésie? Oui, bien, je ne pourrais pas tout t'en nommer, mais quelques-uns qui est vraiment le fun. Je prends l'exemple de Passepébiac. Bien, Jonathan, l'enseignant de secondaire 5, lui, il m'a demandé des personnes spécialisées dans les finances. J'ai aussi des personnes pour l'aide personnelle. Donc, j'ai quelqu'un en zoothérapie dans le nord de la Gaspésie. Aux îles de la Madeleine, j'ai des personnes dont des entrepreneurs qui ont un café, donc qui vont aller à la rencontre de jeunes aux îles de la Madeleine. Donc, c'est très, très, très diversifié. Puis les sujets aussi sont très variés parce que, comme je le disais, c'est pas nécessairement parler de l'entreprise qui vont là, ils vont parler de leur parcours. Dans le fond, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé dans leur tête, là, qui ont décidé que là, moi, c'est assez, là, je veux me partir mon entreprise. C'est-tu parce que eux autres, le 8-4, ça marche pas, sont plus performants le soir, c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'à un moment donné, ils peuvent pas travailler pour personne, ils veulent être leur propre boss. Donc, c'est toutes des choses comme ça, selon aussi dans le domaine dans lequel ils travaillent, mais ils parlent de ça pendant leur conférence. Cette année, justement, on a fait vraiment une belle découverte, un beau recrutement avec Stéphanie Gauthier, qui en est à sa première année comme conférencière pour la Semaine des entrepreneurs à l'école, qui, elle, va aller à la rencontre de jeunes du primaire à l'école primaire de Saint-Alphonse. Donc, Stéphanie, comme plusieurs jeunes entrepreneurs, se pensent comme une imposteur. Mais dans le fond, non. C'est vraiment une entrepreneur. Elle fait de la narration. Elle a des contrats. Donc, c'est une personne idéale, je pense, qu'avec un beau souci de communication qu'elle a à la rencontre des jeunes, parce que j'ai bien hâte de voir la réaction des petits de Saint-Alphonse suite à sa présentation. Après la Semaine des entrepreneurs à l'école, ça va être l'ouverture du concours Défi aux entrepreneurs. Exactement. Donc, comme je le disais, la Semaine des entrepreneurs à l'école, c'est comme le prélude du Défi aux entreprendre, qui est un concours en entrepreneuriat québécois partout au Québec. Les premières inscriptions vont débuter en décembre jusqu'en mars. Et puis, ce concours-là s'adresse tant aux jeunes, les jeunes étudiants du primaire au cégep aussi, qui ont un projet entrepreneurial à l'école. Et c'est aussi pour les personnes qui sont dans leur année de démarrage d'entreprise. Lundi passé, c'était l'Assemblée générale annuelle de votre télévision communautaire Télévague. Les membres ont pris connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers pour 2023-2024. Et voici notre reportage. Le 11 novembre dernier, l'Assemblée générale annuelle de la télévision communautaire Télévague s'est tenue dans une ambiance conviviale, rassemblant quelques membres de la communauté qui partagent un intérêt commun pour la programmation locale.
Les membres ont pu prendre connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers se terminant le 31 août 2024. Télévague vient de compléter sa 36e année d'opération. L'équipe de Télévague a produit près de 200 émissions au cours de la dernière année. Nous poursuivons notre travail afin de développer notre programmation en tenant compte des intérêts de notre clientèle. Nos émissions peuvent être regardées à différentes heures de la journée et ce, tous les jours de la semaine. Le conseil d'administration de Télévague est composé de 5 membres élus en assemblée générale annuelle. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de prendre connaissance des dossiers entourant le bon fonctionnement de la télé. En décembre dernier, un souper reconnaissance, concocté par une de nos bénévoles, malheureusement elle n'est pas ici ce soir, Elisabeth Thériault, a été organisé auquel tous les membres du conseil d'administration, les membres du personnel et les bénévoles ont été invités à se côtoyer, à échanger et à fraterniser dans une ambiance des plus joyeuses et conviviales. Le bingo constitue la principale source de financement de notre organisme. 64 bingos ont été produits cette année. Un deuxième moyen de financement, c'est le partenariat avec les villes de Chandler et Passepébiac et la municipalité de Port-Daniel-Gascon, la MRC Bonaventure et de Rocher-Percé, CEFM ainsi que le collectif Jeunesse d'Aisance. La campagne de souscription Membership de Télévague constitue une autre source importante de revenus. Celle-ci s'est tenue au mois d'avril dernier. Les membres de la télévision communautaire se divisent en 3 catégories, les entreprises, les organismes et les individus. Finalement, une aide financière à la programmation du ministère de la Culture et des Communications nous est octroyée chaque année. Enfin, tout ce travail réalisé au cours de la dernière année nous a permis de réaliser notre mission consacrée à offrir une programmation à la hauteur de vos attentes. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration ainsi que les bénévoles de votre appui continu. Pierre-Luc Loisel de la firme Raymond Chabot Grant Thornton nous a dévoilé les états financiers pour l'exercice 2023-2024, offrant ainsi un aperçu détaillé de la performance et de la situation financière au cours de cette période concernant notre télévision communautaire. Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2024, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Donc, notre rapport est conforme, il n'y a pas de réserve, rien. Donc, tous nos travaux ont été faits et tout est conforme. Donc, la situation financière de l'organisme est bonne et très bonne. Aucune dette, aucun passif. Les revenus permettent de compenser pour les frais que vous engagez. Donc, à ce niveau-là, l'organisme est bon pour continuer à opérer pendant les prochains exercices. Pour le plan d'action, c'est sensiblement le même, étant donné que c'est la programmation qui se poursuit. On essaie d'avoir des émissions, à chaque année, d'avoir une émission ajoutée à notre programmation. On diversifie les revenus de bingo. Comme cette année qui s'en vient, on a eu la ville de Bonaventure comme clientèle. Puis on maintient les heures originales, 7 heures de production par semaine. Ensuite, les jeunes, on invite les jeunes en passant des émissions sur YouTube. Ça, c'est un travail en continu. Là. On essaie toujours de faire notre possible avec les jeunes. Offrir à la clientèle la formation et moderniser les équipements de production, s'assurer d'avoir un coussin suffisant pour le renouvellement d'équipements. L'élection partielle à Bonaventure avait lieu le dimanche 10 novembre. Suite au dépouillement des votes, il y a eu 1188 votes sur 2288 électeurs, donnant un taux de participation de 52 %. Au poste de maire, c'est Pierre Gagnon qui a remporté avec 826 voix face à son adversaire, Vincent-Olivier Bastien, qui avait eu 354 voix. Manon Bourdage et Maurice Chicoine ont aussi été élus comme conseillers respectivement au siège numéro 5 et 6. La première séance, qui réunira les nouveaux élus et les conseillers déjà en place, se tiendra lundi le 18 novembre à 20h à la salle publique de l'Hôtel de Ville.
La population est invitée à assister à cette séance publique et ainsi faire connaissance avec les nouveaux venus. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 17 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Télévague vous souhaite une bonne semaine à tous!